Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Mister Météo. Je vais bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour tenter de définir la circulation atmosphérique, son influence sur le climat de notre planète. Pour commencer, rapidement, la circulation atmosphérique influe, donc c'est le principal moteur du climat sur notre planète. Elle est en conjonction quand même avec la circulation océanique. Donc le brassage de l'eau à travers les océans, à travers les courants marins. On parlera de circulation thermohaline, hein. Globalement, vous avez les eaux chaudes autour de l'équateur qui vont en direction des pôles. Et petit à petit, en se refroidissant, elles vont plonger parce que plus de densité, hein, plus l'eau est froide, plus elle est dense, et revenir en direction des pôles. Ça va permettre de modérer, entre guillemets, la chaleur à l'équateur par transfert thermique et d'éviter qu'il fasse encore plus froid que ce qu'il fait dans les régions plus polaires. Donc, ça, c'est la circulation thermohaline. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça. C'est pas aussi linéaire. Vous avez des courants marins qui sont pas rectilignes comme ça en direction des pôles et de l'équateur. C'est schématique, bien sûr, parce que ça sera fonction des pressions, des vents, de la friction avec les côtes, de la rotation de la Terre, etc. Donc, c'est bien sûr schématique. Maintenant, on revient de suite à la circulation atmosphérique, ce qui nous intéresse principalement pour le climat sur la planète. Il faut bien comprendre que la planète, c'est une sphéroïde, et que ça va donner certaines propriétés. La première, c'est qu'il va faire que l'équateur va recevoir plus d'énergie du soleil parce que les rayons solaires vont impacter avec plus de force à la perpendiculaire à peu près autour de l'équateur et vont être rasants donc sur le haut de la boule, hein, de la sphère, en direction des pôles. Tout cela va créer des différences de chaleur, des différences thermiques entre l'équateur plus chaud, les régions autour de l'équateur, et les régions des pôles schématiquement plus froides. Donc, qui dit air plus froid dit air plus dense, qui dit air plus chaud dit air moins dense. Ça va créer des différences de pression, donc des échanges de vent comme des courants d'air qui vont se faire à grande échelle. Donc ça sera ce qu'on appellera nous les masses d'air. C'est comme du vent, c'est du vent d'ailleurs, hein. C'est le même phénomène que lorsque vous gonflez un ballon de baudruche, l'air est compacté à l'intérieur, les molécules sont compressées, c'est la zone de haute pression, l'environnement extérieur, c'est la zone de basse pression, vous relâchez, ça crée du vent. C'est pareil que ce qui se passe sur notre planète, sauf que ça se fait à plus grande échelle sur la planète. De la même façon, dans votre maison, vous pouvez créer des courants d'air quand vous laissez une fenêtre ouverte ou une porte ouverte, parce qu'il y a souvent, régulièrement, une partie de la maison qui est plus froide que l'autre, donc plus à l'ombre, ou une partie plus ensoleillée, ou plus chaude pour différentes raisons. Et bien, ça va créer des petites différences de pression, et même si elles sont infimes, c'est ça, ce fameux courant d'air, que vous créez à échelle extrêmement locale, régulièrement, sans le savoir. En météo, sur la planète, ça sera la même chose, hein. Globalement, vous aurez donc des zones de plus basse pression, des zones de plus haute pression, et l'air sera dirigé vers les zones de haute, vers les basses pressions, pour équilibrer, parce que la nature a horreur du vide. Maintenant, pour essayer de schématiser donc la circulation atmosphérique générale, on va parler de 3 cellules. La première, c'est la cellule de Hadley. Ensuite, on verra la cellule polaire, puis ce qui nous intéresse, nous, la cellule de Ferrel. Donc, ce qui se passe globalement en région tempérée. On revient dans les régions plus chaudes, équatoriales, tropicales, la cellule de Hadley. Donc, vous avez à l'équateur, globalement, l'endroit où vous avez le plus d'énergie emmagasinée via le soleil sur notre planète. Donc, on va avoir des zones de convection, de convergence en basse couche, c'est-à-dire de l'humidité, des courants d'air qui vont se déplacer en direction de l'équateur. C'est à peu près autour de l'équateur, en fait ça va suivre simplement l'équateur thermique qui se déplace globalement de l'équateur jusqu'au tropique en fonction des saisons. On en a parlé sur une autre vidéo. Donc ce qu'on appellera la zone de convergence intertropicale qui fluctue globalement autour de l'équateur. Donc arrivée d'air, arrivée d'humidité à cet endroit-là, convergence des deux côtés, du nord et du sud, donc de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud, pardon, en direction globalement de l'équateur. Vous avez cette arrivée d'humidité, de chaleur qui va monter en fait, parce que l'air chaud a toujours tendance à remonter, il est moins dense que l'air froid. En remontant, ça va créer donc, ça va former des orages, ce qu'on appelle cette bande nuageuse, zone de convergence intertropicale. Puis cet air chaud et humide qui remonte, il n'a pas d'autre endroit où aller finalement quand il arrive en limite de la troposphère.
il peut pas pénétrer la stratosphère, hein, aussi ce sont des principes physiques, donc il va redescendre des deux côtés, hémisphère nord, hémisphère sud, donc en direction des latitudes 25-30 degrés de latitude nord, pareil pour le sud. En redescendant, ça va faire comme un effet de fun, grandeur nature, un très très grand effet de fun, si je peux me permettre. Et simplement, donc cet air chaud humide, il va avoir une déperdition en humidité, ça va gagner en température, en chaleur. Donc c'est pour ça que vers 25-30 degrés de latitude nord et sud, c'est même 30-35 degrés, c'est des endroits où on retrouve la plupart de nos déserts sur la planète. Donc je vous ai dit, air qui monte, qui redescend des deux côtés, direction du nord et du sud. Une fois que cet air est redescendu, qu'il arrive dans les basses couches, qui s'est réchauffé, on est dans des zones un peu plus anticycloniques que ce qu'on avait initialement vers l'équateur. Et cet air, donc c'est ce que je vous disais, la circulation fermée, va se rediriger en direction de l'équateur. Donc circulation fermée, je monte au niveau de l'équateur, je redescends des deux côtés jusqu'à un peu plus que les tropiques et je reviens. C'est la fameuse cellule de Hadley. C'est globalement là où vous avez, là où il y a le plus de chaleur, ou en tout cas de réception de chaleur de la part du soleil. Donc là, on va pouvoir parler des alizés. Si vous avez bien suivi, l'air chaud monte, il redescend. Donc normalement, quand on parle des alizés, par exemple, dans l'hémisphère nord, on parle d'un courant d'air qui part à peu près de, comment ça s'appelle, les Canaries environ, et qui va direction les Caraïbes, les Antilles françaises, donc un déplacement du nord vers l'est. Alors vous allez me dire comment c'est possible, alors que si on est en circulation fermée, ça doit faire une boucle. On rajoute à ça la force de Coriolis, le fait que la Terre tourne. Donc le vent, enfin le déplacement de masse d'air, donc il monte, il redescend jusqu'à 30 degrés latitude nord-sud, il revient vers l'équateur, mais entre-temps, la Terre s'est déplacée, ce qui va créer les alizés. Donc ces vents qui devaient revenir, ces courants d'air au même point, finalement partiront vers l'est, du nord vers l'est dans l'hémisphère nord, et le contraire du sud vers l'ouest dans l'hémisphère sud. Alors, je vous ai dit, gain de chaleur, déperdition d'humidité, oui, mais quand ces alizés arrivent au niveau des Caraïbes, ils sont relativement chargés d'humidité, ce qui apporte une certaine humidité sur ces îles, hein, globalement. Pourquoi? Parce que ce courant d'air, ce vent, ce déplacement d'air qui à la base s'est fait déposséder de son humidité, en basse couche à travers l'océan, va se recharger petit à petit en humidité, et quand il arrive, donc quand il a traversé quelques milliers de kilomètres à travers l'océan Atlantique, c'est chargé en humidité, ça va apporter cette humidité presque constante en fonction des saisons donc je vais parler de la Caraïbe par exemple. Ça c'est pour la cellule de Hadley, donc vous avez bien compris, circulation fermée. On passe tout de suite à la cellule polaire, c'est à peu près la même chose, je vais pas trop m'y attarder. Vous avez toujours de la convection, donc à moindre échelle parce qu'il fait beaucoup plus froid qu'à l'équateur, et d'ailleurs à cet endroit-là la troposphère est plus basse, donc de toute façon vous n'aurez pas de florilège, d'orage, tout ça dans ces régions, il n'y a pas assez d'énergie disponible pour schématiser, on va dire, mais simplement, donc vous avez quand même, on peut reprendre le même modèle, un petit peu de convection qui se crée au niveau du pôle et qui vont redescendre, pareil, jusqu'à 60 degrés, 65 degrés de latitude nord, et comme la Terre se déplace, donc on aura des vents d'est à cet endroit-là, dans l'hémisphère nord, du nord vers l'est, et inversé, du sud vers l'ouest, dans l'hémisphère sud. Pour cette cellule fermée, hein, on va dire qu'elle est fermée pour schématiser, c'est une circulation fermée de masse d'air plus froide. Entre les deux, vous avez ce qui nous intéresse, c'est la cellule de Ferrel. C'est ce qui se passe dans les régions plutôt tempérées. Donc la confrontation entre les masses d'air plus froides du nord de la cellule polaire et plus chaudes du sud de la cellule de Hadley va faire que vous avez un différentiel donc de température, ce qui va créer le fameux jet stream, courant d'ouest, qui vient de l'ouest et qui va vers l'est, et ça définit quasiment tout notre climat qui s'effectue dans nos régions tempérées. Donc pour faire globalement, je vous ai dit, confrontation entre ces masses d'air crée ce courant d'ouest, hein, le jet stream, il va onduler, donc ce qu'on appelle les ondes de Rossby, avec différents paramètres. Une qui est importante, c'est les frictions qu'on retrouve, que le jet stream va devoir absorber à travers son déplacement d'est vers l'ouest, d'ouest pardon, vers l'est, de circulation d'ouest, en se frictionnant avec l'océan, les différents reliefs, etc. Des échanges thermiques plus ou moins vigoureux en fonction des centres d'action, pression, basse pression, plus forte pression, anticyclone, etc. va faire qu'il va onduler, et ces ondulations vont permettre des échanges thermiques
méridionale ou septentrionale entre l'équateur, donc les régions plus chaudes, les tropiques, et les régions plus froides du nord, ce qui va permettre de... Donc c'est pour ça que chez nous déjà on a les 4 saisons et que ça bouge un peu toute l'année, et ce qui va permettre de, un peu pareil que les océans finalement, de modérer, comment je pourrais vous dire ça, de manière relative la chaleur qui va faire à l'équateur et de modérer le froid qui va faire au pôle. Donc c'est relatif hein, parce qu'il fait bien sûr beaucoup plus chaud à l'équateur qu'au pôle, et ça serait encore pire si on n'avait pas ces échanges thermiques. Donc je vous parle du jet stream, de ces ondulations. Je vous ai parlé de convection à l'équateur, de convection moindre au pôle. Chez nous, la convection, ça ne sera pas le modèle dominant, ça sera des forçages dynamiques à travers ce jet stream. Donc, par moment, des ascendances avec forçage dynamique et des descendances. Les ascendances, ça sera les zones de basse pression, ça créera les dépressions, et les descendances, les zones anticycloniques, de subsidence, de plus haute pression à travers ce jet stream qui ondule. Et c'est pour ça qu'un petit peu... toute l'année, un peu moins l'été, surtout vers la Méditerranée, quand vous avez les racines de la cellule subtropicale de Hadley qui remonte, qui vient renforcer, je vous ai dit, à la fin de la cellule de Hadley, vous avez un temps plus chaud et surtout plus sec. Donc c'est pour ça que autour de la Méditerranée, plus en allant encore vers la Méditerranée du Sud, vous avez 3 à 4 mois parfois complètement secs, et une fois qu'elle se retire, ils sont de nouveau eux-mêmes assujettis à ce rail dépressionnaire. Donc je vous ai dit, ascendance, descendance à travers le forçage dynamique initié par le jet stream qui va créer des zones de pression, de basse pression, de anticyclonique, basse pression en alternance. C'est pour ça que par exemple en ce moment, en automne, on a pas mal de coups de grisaille, de pluie, etc. De temps en temps, il fait un peu plus beau. Là, on est sur le rail dépressionnaire en ce moment, surtout sur le rail atlantique dépressionnaire sur le nord de la France, et donc on chope toutes les perturbations atlantiques qui sont amenés par cette circulation d'ouest via le jet stream. Donc après vous avez des anticyclones, comment je pourrais appeler ça, des zones dépressionnaires et des zones anticycloniques plus ou moins permanentes ou semi-permanentes à travers ce chaos. Donc la zone, l'anticyclone des Açores et par exemple la dépression d'Irlande qui sont relativement fixes mais qui bougent à travers le temps. Ça va induire certaines choses, on en parlera plus tard. Alors je vous ai parlé de ces 3 cellules, hein, cellule Hadley, polaire et la nôtre qui nous concerne, qui donne notre climat plus tempéré. Alors il faut savoir que vous avez d'autres, schématiquement, vous avez d'autres cellules qui s'imbriquent dans cette grande circulation atmosphérique. Je vais juste vous parler rapidement de la circulation de Volcker. C'est une cellule qui se situe dans le Pacifique et qui donne un petit peu le ton sur El Niño et La Niña. Alors je pense que il y en a beaucoup, on en a tous plus ou moins entendu parler, on ne sait pas trop ce que c'est. Initialement, vous avez une zone de plus basse pression, donc en direction de l'Asie, et une zone de plus haute pression en direction des côtes de l'Amérique du Sud, donc des côtes ouest. Donc si vous ne situez pas bien, vous prenez un planisphère, vous regardez côte ouest de l'Amérique du Sud, et tout ce qui est Australie et Asie du Sud-Est. Donc zone, je vous ai dit, de plus haute pression en Amérique du Sud, de plus basse pression en Asie, ça va créer une circulation atmosphérique bien particulière, fermée un petit peu comme la cellule de Hadley. Vous rajoutez ça, le courant je crois que ça s'appelle de Humboldt, qui part du pôle sud et qui va en direction toujours des côtes de l'Amérique du Sud, qui refroidit l'océan à ces endroits-là. C'est pour ça que même en direction de l'équateur, vous avez une eau au Galapagos, tout ça qui est relativement fraîche, 20, 22, 23, 24 degrés, pas plus. Enfin bon, donc ces différentiels de pression, ils créent une circulation atmosphérique fermée à cet endroit-là qui va faire que vous avez un temps relativement peu humide et assez sec en Amérique du Sud sur cette côte ouest et plus chaud, plus humide en direction de l'Asie du Sud-Est. Donc ça crée une circulation bien particulière, ça crée donc une convergence en direction, comme je vous dis toujours, vers les régions plus chaudes et humides de l'Asie du Sud-Est, donc chaleur, humidité, puis cet air qui s'est élevé va basculer en direction de l'Amérique du Sud. Il va arriver cette fois-ci et il ne sera pas vraiment réchauffé, il va arriver dans un contexte où vous avez toujours ces eaux relativement fraîches, ces zones de haute pression qui confèrent un temps assez lumineux, assez clément, ou en tout cas assez anticyclonique sur cette région-là. Donc ça crée une région, ça crée une circulation générale à cet endroit-là, ce qu'on appelle la cellule de Volcker. Et c'est à partir de là qu'on peut parler de El Niño et La Niña, parce qu'une fois qu'on a fait cette circulation, si vous voulez, vous avez donc de l'air en basse couche qui repart en direction, donc toujours de l'Asie,
qui remonte, qui revient en direction de l'Amérique, etc. Donc cette boucle fermée. Seulement quand vous avez, je vous ai dit, vous avez un apport d'eau froide en direction du pôle sud, au niveau de l'Amérique, donc du sud, de ses côtes ouest, et vous avez aussi, donc, avec cette boucle, cet air en tout cas qui repart en direction de l'Asie, il va créer ce qu'on appelle un phénomène d'upwelling. Il va empiler les eaux de l'Amérique du Sud en direction de l'Asie du Sud-Est. Donc vous aurez des eaux beaucoup plus chaudes en Asie du Sud-Est et plus fraîches en Amérique du Sud par ce phénomène d'upwelling, parce que vous allez avoir de l'eau froide qui va remonter des fonds marins, enfin en tout cas d'en dessous, et à se diriger sur la côte de l'Amérique du Sud. Donc phénomène d'upwelling, c'est la même chose que quand vous avez du Mistral de la Tramontane en Méditerranée. En France, la Méditerranée reste chaude, mais localement, près des côtes, ce vent de terre chasse les eaux chaudes vers le large et font remonter les eaux plus froides. Ce qui fait que vous pouvez vous cailler quand vous mettez les pieds dans l'eau, même en plein été. Enfin bon, donc je vous disais, eh bien, ce phénomène va être contrarié par ce qu'on appelle El Niño ou la Niña. Donc quand vous avez El Niño qui se met en place, ben, tout est chamboulé, la pression devient moins basse, ou en tout cas zone un peu plus anticyclonique en Asie du Sud-Est, il fait un peu moins humide, voire un petit peu moins chaud. Les pluies se déplacent en direction de l'Amérique du Sud, vous avez un peu plus de chaleur, plus d'humidité, donc cette boucle est perturbée, donc vous avez plus ce phénomène de boiling, les eaux chaudes ont tendance à arriver en direction ou en tout cas se réchauffer en Amérique du Sud. C'est pour ça qu'on l'appelle El Niño, parce que ça se passe souvent vers Noël. Et donc ces eaux chaudes font moins de nutriments pour les poissons, la pêche est moins bonne. Donc El Niño, Jesus, Noël. Et ça va avoir une influence sur le climat à hauteur planétaire. Donc je dois avoir une ou deux notes parce que je ne me rappelle plus de tout. Donc si je vous dis pas de bêtises, moi je le retrouve même pas pour El Niño, la Niña. Mais voilà, je vous ai dit déjà, ça influence sur l'Asie, ça influence sur... Non, je l'aurais pas. Tant pis, on va faire de tête. Ça influence sur le temps qu'il va faire à différents endroits de la planète. Il me semble qu'en Afrique du Sud aussi, vous avez changement thermique, en Amérique, etc. Donc je crois même que ça peut expliquer sur des courtes périodes des réchauffements planétaires, mais cycliques dus à ce phénomène-là. Vous avez moins d'ouragans, de phénomènes cycloniques sur l'Atlantique Nord, parce que ça coupe aussi un petit peu ces alizés, ça rétablit une circulation d'ouest. Je vous ai dit que les vents venaient de l'est plutôt sur l'Atlantique Nord, en tout cas en direction des basses latitudes, des Caraïbes, des Antilles, etc. Donc ça va couper un peu ce phénomène d'alizé en rétablissant une circulation d'ouest plus prononcée, donc ça va mettre des grains de sel dans la mécanique pour faire que les cyclones se développent. Il y aura moins d'humidité, il y aura un courant contraire à la formation des cyclones, et plus de cisaillement des vents, etc. Enfin bon, ça va contrarier cette mécanique-là, même si globalement vous pourrez toujours avoir des eaux relativement chaudes, etc. Et ça va avoir donc des répercussions sur climatiques mondiales. Donc voilà pour El Niño. Et la Niña, c'est pareil, c'est la même chose que je vous ai expliqué initialement. Donc eau froide plutôt haute pression en Amérique du Sud, eau chaude et plutôt basse pression en Asie, mais ça renforce encore ce phénomène, c'est ce phénomène qui est suralimenté, donc ça va contribuer à ce qu'ils ont encore une meilleure pêche, à ce qu'ils fassent un petit peu plus frais chez eux, un petit peu plus chaud en Asie. Après, les conséquences sur le climat à l'échelle mondiale, je les connais pas exactement, mais ils sont moins prononcés que quand vous avez vraiment El Niño qui est le contre-pied de la circulation atmosphérique générale, moyenne, globale, donc ce que je vous ai expliqué sur cette partie du Pacifique. On va finir, cette fois-ci c'est vraiment fini, avec ce qui se passe chez nous, c'est l'oscillation nord-atlantique, North Atlantic Oscillation en anglais, donc si vous cherchez, vous verrez souvent apparaître le cycle NAO. Alors là, c'est simplement, vous avez, donc je vous ai parlé tout à l'heure de centre d'action semi-permanent, donc l'anticyclone des Açores, dans ce brouhaha de subsidence, ascendance, etc., donc dépression, anticyclone, machin, régi par le jet stream dans nos latitudes sur l'Atlantique Nord. Vous avez quand même plus ou moins des zones de basse pression qui sont plus ou moins fixes, hein, donc plus ou moins ce qu'on appelle centre d'action permanent, semi-permanent, et des zones de haute pression qui bougent un petit peu avec le temps, mais qui ont tendance à quand même à être relativement régulières dans le temps. Donc nous on parlera de l'anticyclone des Açores qui bouge, hein.
donc qui est des fois plus vers les Açores, des fois plus vers chez nous, des fois plus vers le sud du Portugal, et de la dépression d'Irlande qui est des fois plus vers l'Irlande, des fois plus vers le Groenland. Et en fonction du placement de ces centres d'action, ça va régir finalement un petit peu le temps, les hivers, le type d'hiver qu'on va avoir de manière générale sous nos latitudes, et même en Amérique du Nord. Donc c'est ce qu'on appelle la variation de l'indice de l'oscillation nord-atlantique. Alors, soit il est positif, comme je vous disais, soit il est négatif. Alors, voilà. Quand il est positif, vous avez la dépression d'Irlande, donc qui est plus vers le Groenland, hein, donc qui est un peu plus éloigné de là où elle doit être initialement, et l'anticyclone des Açores qui, lui, est vraiment presque au milieu de, j'exagère, de l'océan Atlantique, mais bien vers les Açores. Donc, un plus gros différentiel de pression, ce qu'on appelle oscillation nord-atlantique très positive. Donc circulation zonale, donc le jet stream qui est plus virulent, et donc ça va créer des plus grosses différences de pression, je vous ai dit, entre donc la dépression au nord vers le Groenland et l'anticyclone des Açores. Et c'est au niveau du temps donc que ça va avoir une certaine influence. Vous allez avoir des hivers plus pluvieux en Europe du Nord, plus secs en Méditerranée, qu'est-ce que je vous ai pas dit encore, plus pluvieux en Amérique du Sud, un petit peu plus sec aussi au niveau du Groenland. Et quand cet indice, l'oscillation nord-atlantique, est plus négatif, c'est-à-dire la dépression d'Irlande, et bien en Irlande, voire un petit peu même au sud de l'Irlande, et l'anticyclone des Açores, il se rapproche de chez nous, il pointe son nez vers le Portugal, vers le sud du Portugal, vous allez avoir donc ce qu'on appelle un indice négatif, donc moins de différentiel de pression, donc une circulation d'ouest moins virulente, un jet stream moins en forme, et on aura donc au sud de l'Europe des hivers un peu plus froids qu'habituellement, et des dépressions qui vont plus s'y diriger. Qu'est-ce que je vous ai pas dit encore? Et que donc des hivers vraiment plus froids par contre sur l'Europe du Nord, et des précipitations, donc ça je vous ai déjà dit, plus abondantes vers la Méditerranée, tout comme en Amérique. Cette fois-ci vous aurez un flux zonal, donc plus au nord, hein. Ça donnera des hivers un peu plus doux au Groenland et sur la côte est du continent, et des hivers plus costauds sur la côte est du continent nord américain, avec plus de froid et des chutes de neige et des grosses tempêtes par là-bas. Donc vous aurez là des hivers plus neigeux vers le Québec, etc. et un petit peu plus doux, je vous ai dit, vers la côte est du Groenland. Donc vous voyez que ça aussi, ça va jouer un petit peu sur... alors ça donne pas le temps qu'il va faire exactement, ça va donner un indice. C'est comme ça on peut aussi qu'on fait des prévisions saisonnières en fonction de ce qu'on constate des centres d'action météorologique, de comment il s'est placé, par exemple, je vais parler d'El Niño, La Niña, de l'oscillation nord-atlantique, donc de ces différentiels de pression entre zones permanentes, semi-permanentes, anticycloniques et dépressionnaires. Voilà, c'était tout pour cette vidéo un peu plus, je pense que c'est peut-être la plus complexe, et pourtant j'essaie de simplifier que je vous ai fait sur le sujet. J'espère qu'elle est suivable. Je vous fais un bisou, à plus tard, salut, ciao.